merci à tous et à toutes de vous être déplacés. Et merci de votre venue. Je tiens à remercier en particulier la ville de Roubaix et la médiathèque, et par la voix de sa directrice, Madame de Kilmer, qui nous fait l'honneur de nous recevoir ici à la médiathèque de Roubaix, lieu par excellence de culture, de rencontres et de débats. Donc, cette conférence débat est co-organisée par Radio Pastel, radio associative à Roubaix. Nous serons en direct sur les ondes de Pastel pour les auditeurs et les auditrices. On vous salue et on salue notre technicien Farouk fidèle au poste. Je tiens à excuser le nouveau maire de Roubaix, Pierre Dubois. Depuis hier, Pierre est devenu maire, donc il s'excuse, il a d'autres obligations. Merci aux bénévoles de l'association Rencontre et Dialogue pour la mobilisation. Je rappelle juste que les deux derniers ouvrages de Jean Bobéro sont en vente. Celui-ci, c'est celui qui va nous présenter la laïcité falsifiée aux éditions La Découverte, est en vente là derrière nous, en partenariat avec la librairie des Lisières. Et La laïcité expliquée à M. Sarkozy et à ceux qui écrivent ses discours aux éditions Albin Michel. Les deux livres sont en vente, vous pouvez vous les procurer. Donc, Jean Bobéro. Alors, j'ai découvert que Jean n'avait plus 20 ans. Et que, non, mais c'est vrai. Son âge est secret défense. On ne va pas dire son âge. Mais en tout cas, Jean est une référence intellectuelle majeure en France. Il est, je pense, encore enseignant ici et là en France, mais là, il revient tout droit de Vancouver au Canada avec 14 heures de décalage dans les jambes, c'est ça 14 heures de vol et 9 heures de décalage horaire. Donc voilà. Malgré tout, il nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. On avait souhaité l'avoir l'année passée et ça n'a pas pu se faire. Et puis là, avec l'occasion de la sortie du livre au mois de février, c'était l'occasion aussi de recevoir Jean. Jean a écrit une vingtaine d'ouvrages. Il est titulaire de la chaire de la laïcité à la Sorbonne. Il a été membre de la commission Stasi. Il est membre aussi de la Société internationale de sociologie de la religion, qu'il a présidé aussi. Il est membre aussi de l'ADMD, Association du droit de mourir dans la dignité. Il a commencé comme collaborateur il y a très longtemps à l'EPHE, l'école pratique des hautes études à Paris. Et moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean à plusieurs reprises à Paris au sein de la commission Islam et laïcité. Et il est président, j'ai oublié, fondateur et ancien directeur du groupe de sociologie de la vision de la laïcité au CNRS. Je ne vais pas m'étaler sur toutes ses fonctions, mais en tout cas, sa lecture et sa vision de la laïcité nous parle, en tout cas dans la France du XXIe siècle. Je rappelle que la laïcité est née dans des conditions assez difficiles il y a plus d'un siècle, après un combat entre progressistes de gauche. La laïcité est fondamentalement une valeur de gauche, mais qui a eu tendance à se droitiser, voire à s'extrémiser depuis une dizaine d'années, je pense. Donc classiquement, principaux marqueurs de la gauche, pour faire rapide et caricatural, la laïcité a viré à droite et à l'extrême droite. Et la question se pose depuis sur le débat sur la laïcité depuis une quinzaine d'années en France. C'est un débat qui n'avait pas lieu il y a 20 ans ou 25 ans en France. De nombreuses questions arrivent sur le champ de la culture, de l'identité, de la société, des questions de société globalement. Et dans cet essai, Jean démontre un certain nombre de mécanismes qui nous semblent intéressants en histoire, en histoire et en sociologue. Et c'est le titre qui résume la pensée de ce livre que je vous conseille vivement de lire, La laïcité falsifiée. Alors, d'abord, première question, Jean. On fera une première partie de présentation d'ouvrage. Bien sûr, on donnera la parole à la salle pour un échange. Qui a choisi ce titre, La laïcité falsifiée?
Ah ben, ça a été une rencontre entre l'éditeur François Gèze de La Découverte et moi-même. Et bon ben voilà, c'était au début de l'été, en juin dernier, il y avait eu donc disons la référence faite à la laïcité par Marine Le Pen à la fin de 2010. Qui avait surpris un certain nombre de gens et qui était bien finalement la continuation et même l'aboutissement de cette dérive de la laïcité vers la droite et l'extrême droite. Et puis Nicolas Sarkozy et l'UMP qui avaient emboîté le pas avec le fameux pseudo-débat d'abord intitulé Islam et République, très significativement, et ensuite intitulé Débat sur la laïcité, débat qui a fait problème même au sein même de la droite, et une partie de la droite républicaine étant très réservée par rapport à ce débat. Et pour prendre un seul exemple, Gérard Larcher, troisième personnage de l'État, président UMP du Sénat, disant que ce n'était pas la laïcité que de stigmatiser une confession religieuse. Et donc c'est quand même assez net que quelqu'un critique aussi vivement son propre parti. Donc il y a eu ce projet de livre, donc les éditions de la Découverte me demandant de l'écrire, et en discutant du titre possible, on est tous les deux tombés d'accord finalement sur ce titre, La laïcité falsifiée, comme étant le résumé un petit peu de ce que l'ouvrage voulait dénoncer. Alors, le livre, Jean, se présente en 7 grands chapitres, avec 7-8 grands chapitres, avec des annexes que je vous conseille vivement. Une qui m'a marqué, des annexes, c'est Lettre ouverte de Mouloud Bobéro à Nicolas Sarkozy. Oui. C'est pas mal. Je commence par celle-ci, après on reviendra sur le contenu du bouquin, mais alors dis-nous, qui est Mouloud? Mouloud, c'est moi-même projeté, disons, comme étant mon frère algérien, disons, que j'aurais pu avoir, pourquoi pas. Voilà ce qui s'est passé, c'est que c'était, je crois, le 9 décembre 2000. Je suis sûr que c'est le 9 décembre, je pense que c'était 2009, l'année. Hein, quand, juste après l'affaire des minarets en Suisse. Vous vous rappelez, le référendum suisse contre les minarets. Alors, Nicolas Sarkozy enfourche cette bataille et fait une lettre à ses amis musulmans, ses compatriotes musulmans, où il leur demande, alors ça c'est bien du Sarkozy, une humble discrétion, le président Blanc qui réclame une humble discrétion, et en faisant d'ailleurs un complet amalgame musulmans immigrés, comme si tous les immigrés étaient musulmans et tous les musulmans étaient immigrés. Bon, alors qu'on sait qu'il y a une certaine interférence si on prend alors l'immigration dans un sens très très large de première, deuxième et troisième génération, mais on ne sait pas d'ailleurs pourquoi on prendrait un sens aussi large. Mais de toute façon, c'est faux dans cette équivalence qui est faite. Et donc, moi je me suis dit, mais finalement, Sarkozy, c'est un immigré de la seconde génération, si on va par là, puisque son père était hongrois, il est venu en France. Et donc, je me suis inventé un personnage qui pouvait me ressembler, Mouloud Bobéro, provenant de Constantine. Constantine étant français depuis les années 1840, bon, et dont la famille est venue de Constantine en France au moment de la Première Guerre mondiale, puisqu'on sait qu'il y a 100 000 Français musulmans qui ont été tués ou blessés lors de la Première Guerre mondiale, et les cimetières d'ailleurs des lieux des champs de bataille témoignent de cela. Et je me suis dit, ben voilà, moi Mouloud Bobéro, donc français depuis longtemps, dont la famille est française depuis longtemps, plus longtemps que les gens de Savoie et des comtés de Nice, qui sont devenus français seulement dans les années 1860. Bon. On va dire à Sarkozy qu'on veut bien l'accueillir, lui, immigré de la seconde génération, mais à condition qu'il ne soit pas trop bling-bling, à condition qu'il
ils sachent un peu l'histoire de ce pays et justement le fait que ce pays a été façonné aussi par des vagues d'immigration. Il y a eu une rencontre tout le temps entre les gens qui l'habitaient et puis des nouveaux arrivants de manière constante. La France est un pays où il y a eu beaucoup de vagues d'immigration. Et d'ailleurs, comme je le dis à plusieurs reprises, bon, dans le Nord, c'était les ouvriers flamands, notamment, qui venaient, et la laïcité a tenu compte du fait que ces ouvriers flamands étaient très catholiques, et donc leur a donné aussi du temps pour comprendre ce que c'était que la laïcité et s'accommoder mutuellement entre eux et la laïcité. Et donc j'ai fait cette lettre où j'ai rappelé que, justement, après la Première Guerre mondiale, il y avait eu la construction de la Grande Mosquée de Paris avec un beau minaret, et que ça n'avait, à ce moment-là, choqué personne, à part, justement, l'extrême droite nationaliste qui était anti-laïque, et que le représentant du gouvernement, à la séance, disons, d'inauguration de cette mosquée, a dit que pour la République, c'était un enrichissement qu'il y ait plusieurs, comme ça, confessions qui soient représentées, et que les tours de Notre-Dame n'avaient pas à être jalouses du minaret de la Grande Mosquée de Paris. Donc je lui ai rappelé un petit peu l'histoire de France. J'ai fait aussi de ce Mouloud Bobéro un professeur d'histoire pour lui rappeler un peu l'histoire de France et retournait, disons, un petit peu les choses, puisqu'il oubliait complètement que lui-même est un Français de seconde génération, et donc c'est quand même invraisemblable qu'il veuille quand même ainsi faire la leçon à d'autres Français. Très bien, on a commencé par un donc dans les premières parties, Jean, tu reviens beaucoup sur la question de la laïcité localisée, sur la question de la laïcité stigmatisée par l'UMP. Tu parlais du débat sur l'islam qui est devenu un débat sur la laïcité. Je voudrais dire quelque chose sur justement la manière dont Marine Le Pen a falsifié la laïcité, mais dont après, disons, les choses sont allées encore plus loin. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez, elle a invoqué la laïcité à partir du problème des prières dans la rue, de musulmans qui, à Paris ou à Marseille, n'ont pas assez de place dans les salles de prière ou dans les mosquées, et donc qui priaient dans la rue. Et elle a, dans un premier temps, comparé cela à une occupation du territoire, le terme occupation en France étant très connoté avec l'occupation des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, là, tout le monde a protesté et s'est indigné. Et puis, elle a fait un apparent rétro-pédalage en disant « mais c'est contraire à la laïcité ». Et là, on voit bien comment la laïcité joue comme un masque, si vous voulez. C'est-à-dire, dans un premier temps, elle dit c'est de l'occupation, et tout le monde lui dit de l'extrême gauche à l'UMP, lui dit c'est indigne de parler comme ça. Et puis tout à coup, elle dit « ah mais je voulais dire que c'était contraire à la laïcité ». Et là, du coup, les gens oublient les propos indignes qu'elle a tenus et lancent un débat sur est-ce que c'est compatible ou pas compatible avec la laïcité, alors que la laïcité garantit la liberté de culte. Et donc, le problème, c'est justement d'assurer le libre exercice du culte musulman et le fait qu'il puisse se faire dans de bonnes conditions. Et elle-même, elle avait parlé de 10 à 15 endroits dans le territoire français où il y avait des prières dans la rue, et elle a un peu exagéré, la réalité c'est plutôt entre 5 et 10 endroits. Mais elle a dit 10 et 15, elle n'a pas trop exagéré, sans doute pour que les gens ne rectifient pas, que les journalistes ne rectifient pas, si vous voulez, le nombre, ce qui aurait dégonflé l'affaire. Et puis, quelques mois après, il y a un sondage qui est fait par l'Institut Harris, commandité par l'Union des étudiants juifs et SOS Racisme. Et là, dans les questions, il y a dans combien d'endroits il y a des prières dans la rue. Et les gens ont à mettre un nombre. Combien d'endroits ils estiment qu'il y a des prières dans la rue. Et la moyenne a été 185. Autrement dit, le fait qu'il y ait eu ce débat médiatique pendant des semaines et des semaines a fait penser aux gens que ça voulait dire qu'il y avait beaucoup d'endroits où il y avait des prières dans la rue. Et donc, ce chiffre de 185
personne, évidemment, ne se serait risqué à dire un chiffre aussi faux. Et s'il n'y avait pas eu le sondage Harris, ça aurait été une croyance complètement implicite que personne n'aurait pu décrypter, puisque personne n'aurait su que les gens avaient ça dans leur tête. Et donc, je montre bien là, par là, qu'il y a un phénomène dont finalement personne ne s'estime vraiment responsable, puisque personne n'a lancé un chiffre aussi manifestement faux, mais qui est amené par une sorte de bulle médiatique où on érige en problème quelque chose qui peut-être va être un problème pratique qu'il faut résoudre, mais on l'érige en problème de société, on lui donne une dimension incroyable par rapport à sa réalité concrète. Et puis, après, on se retrouve face à des gens qui ont peur, mais qui ont peur parce qu'ils ont des croyances fausses, et qui ont peur parce qu'on leur a mis finalement dans la tête des choses qui sont fausses, et donc personne ne s'estime responsable. Et donc c'est vraiment ce mécanisme-là que je voulais dégonfler, que je voulais arriver à décrypter pour ramener les choses à leur proportion véridique, si vous voulez, et à la situation réelle, et non pas aux fantasmes qui se développent dans la société française et qui sont extrêmement dangereux puisqu'ils divisent les Français entre eux. Justement, c'était dans les premières parties. Alors, comment expliques-tu, Jean, la droitisation de la laïcité, en parlant de débat sur la question de l'islam qui se transforme en débat sur la laïcité, en insistant sur la question de la laïcité d'une manière répressive, alors que la loi 1905 permet de pratiquer ou de ne pas pratiquer son culte, on parle de liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. Là, c'est plus une injonction, c'est-à-dire une forme de nouvelle laïcité pratiquement répressive. Oui, alors, moi, ce que j'essaye de faire comme hypothèse dans le livre, c'est qu'actuellement, il y a deux laïcités qui coexistent en France et qui se mélangent. Et évidemment, le difficile est d'arriver à bien les examiner l'une et l'autre. Il y a une laïcité juridique issue de la loi de 1905 qui fonctionne. Bon, c'est pas le paradis sur terre, mais elle fonctionne. Et normalement, elle permet peu à peu de résoudre un certain nombre de questions qui se posent. Je vais prendre un exemple. La loi de 1905 dit que, justement, pour garantir le libre exercice du culte, il doit avoir des aumôneries. Et à l'époque, ça a été aumônerie catholique, protestante et juive. Et depuis un certain temps, il y a un processus d'aumônerie musulmane, et il n'y a pas encore assez d'aumôniers musulmans, on en est bien d'accord, mais le processus est en route et on peut espérer, en tout cas il faut agir en ce sens, que peu à peu il va y avoir un nombre d'aumôniers musulmans satisfaisant, disons, dans les prisons, dans les hôpitaux et dans les lieux à l'armée, dans les lieux clos. De même, d'ailleurs, il y a une aumônerie bouddhiste qui est en train de se constituer selon le même processus. Donc vous voyez là, on voit un processus dynamique issu de la loi de 1905. En 1905, dans la métropole, il y avait telle et telle religion qui était représentée, donc il y avait des aumôniers de ces religions correspondantes. Il y a en métropole une augmentation, il y avait déjà des musulmans en 1905, mais en métropole, mais pas beaucoup. Là, il y a une augmentation, évidemment, qui a été très grande ces dernières décennies. Également au niveau des bouddhistes, une augmentation, et voilà le processus d'aumônerie qui se met en route pour ces religions-là. Donc là, ça fonctionne, on pourrait prendre d'autres exemples, on pourrait dire aussi, c'est un peu technique, je ne vais pas m'y attarder, mais que le Conseil d'État, dans l'été 2011, a rappelé les aspects libéraux de la loi de 1905 à ceux qui ne voulaient pas les admettre. Et puis, il y a une autre laïcité qu'un idéologue de la droite, François Baroin, qui est actuellement le ministre de l'économie et des finances, mais qui à cette époque-là était député, il y a une dizaine d'années, avait théorisé en l'appelant la nouvelle laïcité. Et vous voyez, c'est intéressant d'ailleurs qu'il ait donné ce nom, la nouvelle laïcité, qui n'est plus un principe politique pour assurer le vivre ensemble des uns et des autres, et des gens avec leurs diverses convictions,
mais il l'a défini lui-même comme quelque chose de culturel et identitaire. Et donc, alors, il a fait ce rapport-là en 2003, à la demande du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin à l'époque, en 2003, c'est-à-dire 18 mois après le 11 septembre, c'est très daté aussi dans une conjoncture particulière. Et l'idée, c'est que cette nouvelle laïcité, effectivement, elle peut être de droite, et elle va permettre, à l'époque, pensait-il, et de combattre la gauche, et de combattre le Front National, parce qu'à cette époque, il n'imaginait pas que le Front National puisse récupérer une tête de la laïcité, même si en fait la nouvelle laïcité lui a donné un boulevard pour cette récupération. Et donc, cette nouvelle laïcité culturelle et identitaire, eh bien, elle est plus un principe politique pour pacifier justement ce conflit dont tu as parlé, ce conflit historique de deux France, la France catholique qui avait été monarchique puis conservatrice, et puis la France issue de la Révolution française, pacifiée par la laïcité qui finalement permettait à tous de croire ou de ne pas croire. Bon, ça devient le signe d'une identité passée de la France. C'est lié, c'est pour ça qu'il y a un lien entre mes deux livres, le livre sur la laïcité expliquée à Nicolas Sarkozy et la laïcité falsifiée. Ça devient un discours sur les racines. Des fois on dit les racines catholiques, des fois quand M. Sarkozy veut être plus inclusif, ils disent les racines judéo-chrétiennes, mais vous voyez que de toute façon, effectivement, les musulmans, les bouddhistes, par exemple, les libres penseurs ne sont pas intégrés dans ces racines. Et puis, l'histoire qu'on raconte est une histoire fausse, parce que quand M. Sarkozy parle des racines, même quand il parle des racines judéo-chrétiennes, il ne dit pas que les juifs ont été persécutés au moment du Moyen-Âge, qu'il y a eu des pogroms qui ont été expulsés, il ne parle pas des guerres de religion entre catholiques et protestants, du fait qu'il y a eu la révocation de l'édit de Nantes où les protestants ont aussi été expulsés, etc. Et tous ces conflits politico-religieux qui ont amené à construire la laïcité, justement, qui ont amené à être dépassés par la laïcité. Et donc, il fait comme s'il y avait eu un passé idyllique où juifs, chrétiens, catholiques et protestants, etc., vivaient en paix, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, il demande aux religions comme les gens qui sont musulmans, les gens qui sont bouddhistes, les gens, de s'acclimater à une vieille histoire de France de siècles passés qui aurait été une sorte de paradigme et qui n'a jamais existé. Et donc c'est demander des choses qui ne sont pas réalisables. Et à partir de ce moment-là, effectivement, c'est une laïcité excluante, c'est une laïcité qui s'emboîte sur le débat sur l'identité nationale, le miteux débat sur l'identité nationale qui a été tenté d'abord par Nicolas Sarkozy avant ce pseudo-débat de l'UMP sur la laïcité. Et donc, on est là dans quelque chose de tout à fait différent de la laïcité de 1905, de la loi de 1905, de ce qu'ont voulu Aristide Briand et Jean-Pierre. Maintenant, on passe au chapitre de la question de la laïcité politique et une laïcité identitaire. Et là, tu reviens sur. Tu prends l'exemple du Haut Conseil à l'intégration, où là, tu parles d'une autre histoire franchouillarde et faux, celui du Haut Conseil d'intégration sur tout ce qui concerne le débat autour de la question identitaire et des positions quand même assez surprenantes du Haut Conseil d'intégration. Oui, alors, il est dans la Constitution, il est dit que la République est laïque, il est dit aussi que la République est indivisible. Alors, ce qui est déjà très intéressant, c'est que sous la Révolution française, on avait dit que la République était une et indivisible. La Constitution, aussi bien en 1946 qu'en 1958, dit que la République est indivisible. On a enlevé le « une » parce que le « une », ça faisait un peu trop uniforme. Et justement, en enlevant le « une » et en disant la République est indivisible, on a voulu intégrer la diversité. Alors, on a voulu intégrer la diversité dans un contexte où
la France avait encore un empire colonial et tentait de le transformer en autre chose. Déjà en 1946, il y a des gens qui se disaient l'époque de l'empire colonial c'est fini, il faut trouver autre chose. Et en 1958, le général de Gaulle tentait ce qu'il appelait la communauté d'entités indépendantes qui serait un peu comme le Commonwealth à la française, etc. Et donc, c'est dans cet esprit un peu impérial, disons, qu'on voulait intégrer la diversité. La communauté n'a pas marché, et maintenant, en fait, la France doit intégrer la diversité dans sa république même, dans sa métropole elle-même, et réaliser un peu justement cette ouverture, mais dans ses frontières propres. Et c'est vrai que du coup, il y a chez certains une crispation, un raidissement, parce que, comme tu le rappelais, j'ai plus 20 ans, et ma génération, on est passé d'une enfance et d'une adolescence où justement à l'école on nous disait la France est le deuxième empire colonial mondial, et puis il y avait des cartes du monde avec en violet ou en rose les territoires entre guillemets français, etc. Et a donc une France puissance moyenne qui doit se retrouver dans le mouvement de la construction de l'Europe, dans la globalisation, avec des pays émergents qui sont des pays qui ont plus d'habitants qu'elle, qui ont plus de superficie qu'elle, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a une mutation difficile et les êtres humains seraient des saints si cette mutation ne se faisait pas sans tension, sans contentement, etc. Moi je suis historien et sociologue et j'essaie d'être réaliste. Mais à partir de là, on invente une pseudo-laïcité divisible. Et le fait même de confier au Haut Conseil à l'intégration le dossier sur la laïcité est scandaleux. C'est scandaleux parce que, justement, dès le départ, ça divise les Français. Tu as fait allusion au fait que je suis à l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Le problème de l'euthanasie est un grave problème actuellement, dans la mesure où c'est un problème qui ne se posait pas en 1905, parce qu'en 1905, disons, la mort était naturelle. Maintenant, il peut y avoir ce qu'on appelle de l'acharnement thérapeutique. Et on se pose le problème, jusqu'où faire vivre quand les gens ont une vie végétative, quand les gens souffrent énormément, etc. Voilà une question qui intéresse la laïcité, mais qui est une question difficile, où on peut débattre entre citoyens, et on doit débattre. Et le Haut Conseil de l'intégration, il ne va pas s'intéresser à cette question-là, qui intéresse toutes les Françaises et tous les Français, tous les citoyens. Il ne va pas s'intéresser à ça. Son boulot, c'est l'intégration. Et alors justement, d'ailleurs, il y a des gens qui se disent ça commence à suffire, l'intégration, ça marchait pendant un temps, c'était normal pendant un temps, et maintenant, attention de ne pas du coup considérer que des gens qui sont nés en France doivent encore s'intégrer alors qu'ils sont français, qui sont nés en France. Et pour Akat Diallo qui a créé un mouvement qui s'appelle les Indivisibles, quand on lui demande d'où elle vient, elle dit voilà, je suis née à Paris, donc je ne sais pas trop quel arrondissement, mettons le 18e ou le 17e, peu importe. Et on lui dit mais avant, et alors elle dit mais avant j'étais pas née. Et je trouve ça formidable comme réponse, parce que ça rejoint d'ailleurs ce que je disais sur cette idéologie des origines, où au lieu de nous projeter dans un avenir commun, on nous parle tout le temps des origines. Et moi qui suis historien, ce discours-là ne me plaît pas du tout, parce que le rôle du politique, c'est pas tout le temps de ramener les origines. Le rôle du politique, c'est de construire l'avenir et de faire des propositions pour l'avenir. Donc, effectivement, il faut rappeler que la République est indivisible, que elle n'a pas à faire perdurer des comités qui divisent les Français, et surtout pas à leur confier le dossier de la laïcité, qui est le vivre ensemble de tous les citoyens. Et donc, qui ne peut pas être confié à un comité spécialisé, disons, qui ciblerait un groupe de citoyens particuliers. Je dois dire qu'en plus, non seulement on a confié au Conseil de l'intégration le dossier de la laïcité, mais en même temps, Sarkozy a supprimé la Haute Autorité de lutte contre les discriminations.
qui était l'organisme qui chargeait de lutter contre les discriminations et qui avait fait un boulot utile, ne serait-ce que pour limiter les effets pervers de la loi de 2004 interdisant le port du foulard par les élèves de l'école publique. Cette haute autorité de lutte contre les discriminations, qui avait été une recommandation de la commission Stasi, a été intégrée par Sarkozy dans un vaste ensemble défenseur des droits, où qui trop embrasse mal étreint, et on n'entend plus parler de ses activités depuis qu'elle n'est plus un organisme autonome, disons, et ça c'est grave. Donc moi j'estime que si la gauche gagne les prochaines élections, et d'un, il faudrait enlever le dossier laïcité au Conseil de l'intégration, et deux, il faudrait refonder la halle en lui donnant des moyens et en mettant de l'énergie à lutter contre les discriminations. Alors là, il y a un passage assez intéressant du point de vue historique. Alors, on sait que la laïcité est une déclinaison française, mais on pense souvent, pour certains, une valeur universelle, ou une valeur en tout cas partagée. Et là, c'est pas la mexicaine, mais c'est la séparation à la mexicaine, je veux dire. Je ne sais pas si c'est une erreur historique, mais la laïcité au Mexique, elle date de 1859. Voilà, il y a des précédents historiques qu'on ne connaît pas ou peu, à tel point que le Haut Conseil d'intégration veut donner des leçons au Mexique. Oui, alors, non seulement donc en soi, c'est pas normal que le Haut Conseil d'intégration soit chargé du dossier laïcité, mais en plus, il a rédigé un historique qui est plein d'erreurs, et notamment, où il dit notamment que le Mexique a imité la France quand il a séparé l'Église catholique et l'État. Le seul problème, c'est que la séparation en France date de 1905 et que le Mexique donc, a séparé l'Église catholique et l'État en 1859, donc plus de 40 ans avant. Et en 2009, il y a eu le 150e anniversaire de la séparation de l'Église et de l'État au Mexique. Et un professeur, un ami qui s'appelle Roberto Blancard, qui est professeur à l'université au Colegio de Mexico, plus exactement, a dit « Nous, Mexicains, nous sommes le peuple le plus intelligent du monde, puisque en 1859, nous nous sommes dit « Imaginons ce que les Français feront en 1905 et imitons-les. » Et en fait, effectivement, loin d'être une imitation de la France, le Mexique a précédé la France, et Aristide Briand, le rapporteur de la loi de 1905, citait au contraire le Mexique parmi les pays déjà laïques, il citait d'ailleurs aussi le Canada, il citait le Mexique parmi les pays déjà laïques, parce que justement, ce qui l'intéressait, c'est que le Mexique est un pays très catholique, il est resté très catholique après la séparation de l'Église et de l'État, et pour Aristide Briand, l'exemple du Mexique prouvait qu'on pouvait faire la séparation, et que la séparation n'aboutissait pas à une persécution de l'Église, n'aboutissait pas à une baisse forcément de la pratique, etc., etc. Que c'était de nouveaux rapports où il n'y avait plus une domination politique de l'Église, mais que les fidèles pouvaient continuer à pratiquer tranquillement leur religion, et ça faisait 40 ans donc, que ça marchait au Mexique. Et donc, cette erreur, mais il y a 10 erreurs comme ça dans l'historique sur la laïcité, cette erreur du Haut Conseil d'intégration montre bien une perspective étroitement nationaliste, où on fait de la laïcité une exception française, alors qu'il y a des formes différentes de laïcité, évidemment, suivant les contextes socio-historiques, suivant les positions géopolitiques, etc. Mais ces différentes laïcités tentent tous de réaliser la liberté de conscience et la liberté des différentes religions. Donc la France n'a pas à se penser comme un pays qui serait exceptionnel et qui marcherait autrement que le reste de la planète. On est toujours dans la période historique, alors là, tu as appelé ça le trou noir. Le trou noir de la laïcité, c'est l'histoire du rapport entre la France et ses colonies, et en particulier, il y a un passage assez intéressant que peu d'entre nous connaissent malheureusement, c'est que Émile Combes, membre et
participant à l'écriture de la loi de 1905, déclare que la France demande à ses instituteurs français ou indigènes de montrer le plus grand respect pour les croyances des élèves et de leurs parents et s'abstenir scrupuleusement d'un moindre critique à l'égard du Coran, mais de l'application de la loi de 1905. Et un certain nombre de dignitaires de l'époque, en 1920, en 1930, alors en l'occurrence l'émir Khaled, petit-fils de l'émir Abdelkader, mais aussi Abdelmalek Ben Badis de l'association des Ulama en Algérie, inscrit dans son programme la séparation du culte musulman et de l'État. En août 1944, le gouverneur nommé par le général de Gaulle s'engage à l'appliquer. Il y a des musulmans en Algérie, des indigènes musulmans, qui demandent l'application de la loi 1905. Et cette question est devenue récurrente jusqu'au début des années 50. Farhat Abbas, en particulier, un nationaliste algérien qui s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie avec ce qu'il pouvait, et y compris jusque le grand Cheikh Brahimi qui demande au ministre de l'Intérieur de l'époque, Édouard Detreux, l'application effective de la loi de la séparation du culte et de l'État. Tu peux nous dire quoi là-dessus? C'est très peu, enfin, très peu de gens en parlent. Oui. Alors, effectivement, disons que la loi de 1905 a une faille, qui est de dire dans son article 43, qui est l'avant-dernier article, que des décrets spécifiques l'appliqueront aux colonies. Si bien que, vous voyez, on a une France qui est républicaine pour son territoire métropolitain et qui est impériale pour ses colonies qui fonctionnent selon deux critères différents, la République et l'Empire. Et d'ailleurs, justement, au niveau de l'Empire, il y avait des sujets, pas des citoyens. Et effectivement, la loi de séparation a été appliquée déjà d'une manière, je dirais, falsifiée en Algérie, puisque, bon, détail un peu technique, la loi demandait de créer des associations cultuelles, et les associations cultuelles, c'était les gens qui pratiquaient le culte qui les créaient. Or, en Algérie, ça a été l'administration on a créé 3 associations cultuelles, parce qu'il y avait 3 départements, et ça a été l'administration, celle d'Alger, c'était le secrétaire de la préfecture d'Alger qui dirigeait l'association culturelle. Il était pas musulman, c'était un fonctionnaire issu de la métropole. Donc on a falsifié ça et on n'a pas fait de véritable séparation parce qu'on préférait contrôler évidemment le culte musulman. Et ce sont donc des musulmans eux-mêmes, des groupes, des personnalités et des groupes qui ont réclamé l'application de la loi de 1905 en Algérie et qui l'ont réclamé à plusieurs reprises. Tu as cité ces diverses. La France n'a jamais appliqué la loi de séparation d'Algérie parce que finalement la France ethnicisait l'islam. Et l'appellation musulman de la part des officiels français était à la fois une appellation religieuse et ethnique. Et la meilleure preuve d'ailleurs de cette ethnicisation, de cette racialisation, disons, c'est que en 1903, la Cour d'appel d'Alger a eu à discuter de musulmans qui s'étaient convertis au christianisme et qui disaient, puisqu'on n'est plus musulman mais qu'on est chrétien, on va devenir citoyen. Peut-être que c'était pour ça d'ailleurs qu'ils s'étaient convertis, j'en sais rien, je ne sens pas les mains et les cœurs. Mais la Cour d'appel d'Alger a refusé en disant, non, ils ont beau être chrétiens, ils restent musulmans. Autrement dit, on voit bien que c'était une appellation ethnique et racialiste, finalement, et pour empêcher les gens d'être citoyens. Et comme vous savez, à ce moment-là, d'ailleurs, les gens qui, justement, étaient qualifiés de musulmans ne votaient pas. Et même quand ils ont voté, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 2 collèges. Un collège de ceux qu'on appelait les Français d'Algérie, un collège de ceux qu'on appelait les Français musulmans. Et à l'époque, l'Algérie avait 10 millions d'habitants, 1 million de Français d'Algérie et 9 millions de Français musulmans. Et le million de Français d'Algérie avait autant de députés que les 9 millions de Français musulmans. Il y
avait une discrimination structurelle, une discrimination institutionnelle. Et ça a fini évidemment par la guerre d'Algérie et par l'indépendance de l'Algérie qui s'est passée maintenant il y a 50 ans, puisque c'était le 19 mars 1962 que la guerre d'Algérie a fini. Et là, effectivement, la laïcité historique a failli dès le départ par rapport aux colonies. Et bien sûr, il y a un choc en retour, disons un choc boomerang actuellement de cette faille, dans la mesure où la nouvelle laïcité, la laïcité falsifiée, s'enracine sur cette impensée coloniale et n'arrive pas à le dépasser. Très bien. Il nous reste encore 2 chapitres. Alors celui-là est particulièrement intéressant parce qu'il revient sur la question de l'égalité des sexes, en particulier la question du sexisme, la question du féminisme. Et là, tu parles de 2 laïcités. Tu peux nous en dire un peu plus sur encore une fois, c'est une des 2 lectures ou comment tu... Alors, là encore, il y a eu une faille de la laïcité historique par rapport aux femmes, parce que si vous voulez, alors, bon, moi je vais vous expliquer ça pour que ce ne soit pas trop compliqué, à partir de l'histoire personnelle de ma famille. Moi je suis issu du Limousin, qui est une région de France rurale assez pauvre, parce que c'est vallonné, c'est pas la Brie ou la Beauce. Bon. Et lors de la Révolution française, on a mis en vente les biens ecclésiastiques, les paysans l'ont acheté, mais évidemment, comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont acheté de toutes petites propriétés et ils sont devenus des petits propriétaires, mais ce qui pour eux était extraordinaire parce que c'était une émancipation formidable par rapport aux notables qui les dominaient auparavant. Mais il s'est posé un problème, c'est que s'ils avaient beaucoup d'enfants, eh bien, les terres elles devaient être divisées évidemment entre leurs différents enfants, et là, ils n'auraient plus pu subsister. Ils seraient redevenus des domestiques, des notables, etc. Et donc, ils ont pratiqué, avec les moyens du bord, mais avec un certain succès, le contrôle des naissances. Et les familles ont été des familles avec peu d'enfants. Mais le contrôle des naissances était condamné par l'Église catholique. Et à l'époque, donc, les gens allaient au confessionnal, et au confessionnal, ils devaient expliquer les péchés qu'ils avaient commis, et il fallait qu'ils promettent de ne plus recommencer, ou des choses comme ça. Et il s'est posé donc ce problème, et en fait, ce problème a été résolu d'une manière pragmatique, c'est-à-dire que si vous voulez, les familles ont voulu pouvoir pratiquer ce contrôle des naissances. Donc là, il y avait un éloignement par rapport au catholicisme, mais en même temps, ces familles ne devenaient pas athées pour autant. Elles voulaient pouvoir se marier à l'Église catholique, elles voulaient pouvoir faire baptiser leurs enfants dans l'Église catholique, qu'ils reçoivent le catéchisme, qu'ils fassent ce qu'on appelle la première communion à la fin du catéchisme. Et puis surtout, tout le monde voulait être enterré dans les cimetières par un curé, c'était très important. Donc, il fallait trouver une manière de maintenir une proximité tout en étant un peu distant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte, moi en tout cas comme historien, c'est comme ça que je l'analyse, une sorte de stratégie familiale où les femmes géraient la proximité, continuaient à aller au confessionnal, etc. Et les hommes géraient la distance. Et quand les femmes allaient à la messe, les hommes allaient au café et attendaient que leurs femmes sortent de la messe. Donc c'était une stratégie familiale, et toute la famille avait intérêt à cette prise de distance pour ne pas retomber sous la coupe des notables, mais en même temps cette proximité pour pouvoir continuer à bénéficier de ce qu'on appelait les secours de la religion. Mais les gens ont essentialisé les choses et on dit la femme est naturellement religieuse et la religion c'est un peu irrationnel, c'est affectif, etc. Et l'homme est naturellement libre penseur, rationnel, adepte de la raison, etc., etc. Donc il y a eu évidemment une vision très idéologique des choses. Et le mouvement, enfin c'est plus d'ailleurs le mouvement anticlérical que la laïcité, parce que
Brillant, par exemple, n'était pas du tout dans cette optique-là. Mais le mouvement anticlérical a accusé déjà le thème de la femme soumise, et la femme soumise au curé, la femme soumise à la religion, etc. Et justement, je retrouve dans la laïcité d'aujourd'hui un certain recours ou une certaine représentation de la laïcité d'aujourd'hui dominante. Disons, ce thème de la femme soumise, qui se veut féministe, puisqu'on parle d'émanciper les femmes, etc., mais qui en fait est la vieille reprise d'un thème antiféministe et anticlérical du XIXe siècle. Simplement, on a changé la femme catholique qui allait au confessionnal par la femme musulmane qui porte un foulard. Alors que, évidemment, les historiens, maintenant, quand ils se penchent sur l'état d'esprit des femmes à ce moment-là, ils remarquent que cet état d'esprit est très divers et que les femmes négociaient avec les curés et elles n'étaient pas si soumises que ça, même quand elles étaient très croyantes. Et le fait d'être très croyantes ne les empêchait pas d'avoir leur autonomie et leur pensée personnelle par rapport à leur curé. Et les enquêtes sociologiques qui ont été faites ces dernières décennies montrent qu'également le port du foulard se fait pour des raisons très, très diversifiées et qu'on ne peut pas comme ça ramener ça à un stéréotype. Donc voilà, je reprends ce débat sur l'égalité des sexes et je le complexifie par rapport à des stéréotypes et des préjugés. Bon, d'autre part, le livre a été écrit juste après l'affaire Dominique Strauss-Kahn, et l'affaire Dominique Strauss-Kahn a montré de manière intéressante a libéré, si vous voulez, une parole féministe face à la société globale, face à la société globale et face au sexisme qui existe au sein de cette société globale. Et là, je fais plusieurs citations, notamment qui visent les parlementaires, parce que des femmes parlementaires ont dit dans cette libération de la parole qui a suivi l'affaire Strauss-Kahn à quel point un certain nombre, pas tous peut-être, mais un certain nombre de leurs collègues masculins au Parlement étaient sexistes ou condescendants. Alors, il y a par exemple des parlementaires qui disent que on les accusait, des parlementaires femmes qui disaient qu'on les accusait d'être pas assez vêtues, d'avoir des jupes trop courtes. Et je dis, voilà, les femmes sont toujours soit pas assez vêtues, soit trop vêtues. C'est ça qu'on appelle la libération et l'autonomie de la femme. 19h30, je crois que ça passe très vite. Je ne vais pas finir sur les autres chapitres, je vous invite à acheter le livre. Il y a un passage sur la question médiatique et un passage sur la laïcité intérieure. Mais je voudrais quand même que tu reviennes, Jean, avant de la parole à la salle, sur tes propositions en fait. Sur les propositions que tu fais dans ton ouvrage en seconde partie, sur un programme républicain pour refonder la laïcité. Alors, je ne vais pas reprendre toutes ces propositions, mais il y a une proposition que l'actualité, malheureusement, valide, je crois fortement, qui est la proposition enlever le bureau des cultes. Actuellement, il y a un bureau des cultes qui gère les rapports avec les cultes. Ce bureau des cultes, il est au ministère de l'Intérieur. Et je disais, évidemment c'était avant les événements de cette semaine, je disais il faut l'enlever du ministère de l'Intérieur parce que le ministère de l'Intérieur, il est en charge des questions de sécurité des Français. Et c'est malheureusement, ça favorise l'amalgame que le bureau des cultes soit rattaché au ministère de l'Intérieur. Il faut rattacher le bureau des cultes au ministère de la Justice, parce que la laïcité c'est un dispositif juridique. Donc il faut rattacher le bureau des cultes au ministère de la Justice. Et puis que, évidemment, le ministère de l'Intérieur fasse son boulot. Il n'est pas question de lui reprocher de veiller à la sécurité des Français. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait d'amalgame, si vous voulez, entre les rapports que même en situation de laïcité, même en situation de séparation, l'État doit avoir avec les religions, parce que les religions font partie de la société, et donc c'est normal qu'il y ait des rapports, qu'il y ait des problèmes à régler, etc. J'ai parlé du problème des aumôneries, par exemple. Il y a des problèmes comme ça, pour lesquels il faut avoir des relations. Mais ça serait beaucoup plus clair si ces relations se faisaient dans le cadre
du ministère de la Justice et non pas du ministère de l'Intérieur. Et évidemment, les événements qui sont passés cette dernière semaine, à mon avis, donnent de l'actualité à cette proposition. Et bon, je fais d'autres propositions, je viens d'en rappeler certaines, notamment le fait d'enlever au Haut Conseil de l'intégration les problèmes de laïcité et de les mettre, et par contre de refonder la halle en lui donnant des moyens. Ça, je fais diverses propositions. Et disons que le problème, c'est d'avoir une laïcité accommodante pour tout le monde. Et il y a des domaines où, finalement, même, disons, les gens qui sont agnostiques, qui sont libre penseurs, ne sont pas suffisamment pris en compte. C'est peut-être paradoxal, parce qu'on voit la France comme un pays, justement, très en avance là-dessus. Mais en fait, par rapport à d'autres pays, il y a des choses à faire. Pour prendre un exemple, en Belgique, il y a des conseillers humanistes pour les gens qui, dans les hôpitaux, dans les prisons, à l'armée, veulent réfléchir au sens de la vie en dehors de traditions religieuses. Et en France, il n'y en a pas. Bon, en 1905, effectivement, on comprend qu'on n'ait pas posé ce genre de problème. Mais la laïcité, c'est une dynamique. La laïcité, c'est un mouvement. La laïcité doit prendre en compte les nouveaux problèmes quand ils se posent. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien, par exemple, de faire comme en Belgique et d'offrir aux gens, des aumôniers évidemment de diverses confessions, ça c'est tout à fait normal et légitime, mais il faut faire attention que les nouveaux hôpitaux ne disent pas on n'a pas de crédit et donc on ne peut pas payer les aumôniers. La loi de 1905 les autorise à payer des aumôniers. Mais on pourrait aussi le compléter par des conseillers humanistes pour les gens qui le veulent. Évidemment, il ne s'agit pas de forcer personne, mais pour les gens qui veulent réfléchir au sens de la vie en dehors de traditions religieuses quand ils sont dans des lieux clos et qui ne peuvent pas le faire facilement si on n'apporte pas, si vous voulez, à domicile ce genre d'aide et de conseils. Eh bien, écoute, merci Jean pour cette présentation. Je vous rappelle que le livre est en vente, laïcité diversifiée aux éditions Découvertes, là-bas au bout.